Voilà, bien, bonjour. Merci à l'organisateur et à l'animateur de ce séminaire, Pierre Corvol, de m'y avoir associé. J'ai proposé ce titre un peu abscon, peut-être aussi, Prévention dans la transition épidémiologique. En fait, je me propose de revisiter un petit peu ce qu'on appelle la transition épidémiologique, et j'y reviendrai bien sûr, en termes de prévention, pour voir comment les gains successifs sur la mortalité, donc les gains en espérance de vie, ont été acquis avec des mesures de prévention, puis plus tard avec, bien sûr, la médecine de soins et le traitement. Ceci m'oblige à utiliser une définition de la prévention beaucoup plus large que celle qui a été rappelée, la définition de l'OMS, parce qu'on se situe avec l'OMS déjà dans un cadre très médicalisé. Là, on va voir qu'il y a eu beaucoup de mesures de prévention qui ont été parfois très efficaces et qui reposaient sur des décisions qui n'étaient pas forcément à contenu médical. J'ai voulu aussi distinguer entre ce qui se fait au niveau collectif, avec à l'intérieur donc un aspect médical ou pas, la frontière étant évidemment toujours un peu difficile à tracer. Par exemple, j'ai mis l'amélioration de la nutrition dans les aspects de prévention non médicale, on peut bien sûr en discuter, mais vous allez voir quand même que dans le contexte historique, il n'y avait vraiment aucune dimension véritablement médicale. Mais la première condition pour être en bonne santé, c'est d'être quand même bien nourri. On peut mettre aussi là tout ce qui est de la lutte contre la criminalité ou contre les accidents, qui sont des sources de mortalité qui peuvent être évitées par des mesures de prévention spécifiques. Alors, côté médical, en restant au niveau collectif, là, on revient sur un terrain beaucoup plus familier. On va trouver tout ce qui est prescription d'hygiène, etc. Mais il ne faut pas oublier que, préalablement, les premières mesures efficaces ont été tout simplement des mesures d'isolement des personnes malades, contagieuses, et puis aussi des mesures d'amélioration de la qualité des eaux de boisson, des eaux usées, et puis après, bien sûr, la promotion des vaccinations. Donc tout ça repose en fait sur des mesures politiques, de politique publique, bien sûr, et aussi de communication, puisqu'il faut faire passer des messages de prévention dans la population. Alors, ça doit être relayé au niveau individuel. Là encore, il y a cette distinction de comportements influencés, disons, par la médecine et ceux qui ne le sont pas. Donc, sans dimension médicale, on retrouve les comportements alimentaires. Là, maintenant, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il faut éviter aussi des excès. Une fois qu'on est bien nourri, il faut éviter d'être trop bien nourri. Donc, ça repose sur des choix personnels. Bien sûr, éviter tout ce qui est drogue, toutes leurs dimensions. Et puis, il y a les aspects d'activité physique, etc., qui peuvent aussi vous prédisposer à une meilleure santé. Dans le domaine médical, on va trouver un peu l'application des mesures politiques que j'évoquais précédemment, avec les pratiques d'hygiène, de soins du corps, l'acceptation des vaccinations. Il ne suffit pas de les proposer, encore faut-il qu'elles soient acceptées. Vous savez que ce n'est pas si simple, même dans nos sociétés, et ainsi que des mesures de dépistage, et puis les comportements sexuels également. Là, la liste est sûrement incomplète. On est beaucoup plus dans un domaine qui relève de la culture des individus et aussi de leurs moyens financiers au niveau individuel. Alors, je vais donc essayer de revisiter un petit peu ce qu'a été l'évolution de la mortalité depuis à peu près 3 siècles. Donc, je vais prendre plus de recul encore que ne l'a fait Pierre Corvol tout à l'heure, avec 3 grandes étapes. Avant 1800, on verra qu'il y a eu beaucoup de progrès. Quand on lit dans la littérature, on voit énumérer beaucoup de progrès, mais pas une très grande efficacité en termes de gain d'espérance de vie. Au XIXe siècle, c'est le grand siècle de l'hygiène qui apparaît, le XXe qui est vraiment celui de la médecine, et je terminerai en abordant la notion de mortalité évitable, qui est assez complexe, mais évidemment très intéressante. Alors, depuis 3 siècles, quels ont été les gains d'espérance de vie? Je vais me centrer sur le cas de la France parce que ce serait un peu compliqué de traiter simultanément de nombreux pays. Sur ce graphique, vous avez un récapitulatif de l'évolution de l'espérance de vie à la naissance. C'est pour les sexes, pour les hommes et les femmes, séparément, depuis 1750 jusqu'à peu près aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous commençons cette histoire à partir des données qui sont disponibles, et celles-là sont vraiment assez précises et fiables, avec une espérance de vie qui était plutôt autour de 25 ans,
et il est vraisemblable que c'était une valeur typique des sociétés, disons, traditionnelles, avant tous les gains de mortalité qui ont pu être observés. Donc ceci, c'était avant 1750. On arrive à la Révolution à peu près à des niveaux qui sont entre 25 et 30 ans. Après 1800, on a déjà eu un gain d'espérance de vie, on est passé à 35 ans à peu près. Les progrès vont être très faibles dans la première moitié du XIXe siècle. Par contre, après 1870, on va avoir un redémarrage des gains en espérance de vie. Bien entendu, les guerres vont marquer une interruption puisque ces données sont calculées sur les mortalités de l'année. Donc quand il y a une guerre, on en voit le choc immédiatement. Mais on voit une accélération très forte donc, à partir du début du XXe siècle qui va faire passer donc, d'une cinquantaine d'années à plus de 70 ans aujourd'hui, l'espérance de vie, 80 ans même pour les femmes. Donc au total, vous voyez, on passe quand même dans cette fresque de 25 à 80 ans, ce qui laisse de la marge pour les différents facteurs de progrès. Un indicateur très sensible aussi, c'est celui de la mortalité infantile. Alors, la mortalité infantile contribue bien sûr à l'espérance de vie totale, elle y contribue même beaucoup quand le niveau de mortalité globale est important. Donc sur ce graphique qui s'arrête lui en 1940, on retrouve à partir de 1740 donc, des niveaux de mortalité très importants. On était autour de 300 pour 1000, 30%, donc un tiers pratiquement des enfants qui décédaient avant 1 an. Là aussi, ce sont certainement des niveaux qui ont été observés dans beaucoup de sociétés et qui le sont encore aujourd'hui, éventuellement dans quelques sociétés. On a un grand décrochement vers 1800 qui nous amène tout de suite à peu près à 200 pour 1000. La baisse se poursuit. Il y a une interruption pendant cette première moitié du XIXe siècle et puis ensuite la baisse reprend. Si on prolongeait la courbe ici, on arrive presque au niveau du trait horizontal, puisqu'on est à des valeurs de l'ordre de 4, à peine 4 pour 1000 maintenant, dans la population française. Alors, la définition de la transition épidémiologique, avant d'essayer d'entrer plus dans le détail, c'est Omran qui l'a proposé en 1971, et il distinguait 3 grandes étapes. Première étape, l'âge de la pestilence et de la famine, ce sont les termes utilisés. Donc forte mortalité et forte mortalité de fond aggravée en plus par des crises fréquentes. Une espérance de vie moyenne de l'ordre de 25 à 30 ans, c'est ce qu'on a vu pour l'exemple français vers 1750, et c'était de façon plus générale donc le cas de l'Europe avant le XVIIIe siècle. Deuxième étape, l'âge du recul des pandémies correspond à l'élimination de ces grandes crises de mortalité liées à des épidémies ou à des pandémies spécifiques. Ça passe par l'amélioration de la nutrition, de l'hygiène et de la prévention. L'espérance de vie peut alors atteindre 50 ans, ce qui correspond à un gain déjà très substantiel, et c'est ce qu'on a observé dans beaucoup de pays d'Europe au XVIIIe et au XIXe siècle. Troisième étape, l'âge des maladies de dégénérescence et de société. On constate là l'effondrement des maladies infectieuses, et ces maladies laissent la place aux maladies cardiovasculaires, au cancer, et qui, par contre, grèvent la mortalité plutôt aux âges élevés, ce qui laisse beaucoup de marge de progrès dans l'espérance de vie, qui peut atteindre 75 ans, comme ça a été le cas en France. La barrière a été atteinte en 1980, enfin cette valeur a été atteinte en 1980, c'était le cas dans la plupart des pays européens. Alors, 2 difficultés dans ce schéma. D'abord, il faut souligner que les déterminants et les vitesses de passage dans ces différentes étapes varient énormément d'un pays à l'autre. C'est pour ça que je me centre sur le cas de la France, parce qu'il serait très difficile de faire un tableau simultané à travers le monde. En particulier, les pays en développement aujourd'hui retraversent peut-être un peu différemment ces diverses étapes. Deuxième limite, le schéma paraît se conclure dans les années 70, c'est au moment où Omran écrit son article. Et il ne prend pas en compte un fait nouveau, c'est-à-dire le report à des âges de plus en plus avancés des décès par maladies dégénératives, lesquels prennent de plus en plus d'importance dans la mortalité totale. Alors certains ont proposé une 4e étape qui correspondrait donc à ce nouveau schéma. Alors, comme je parlerai peu de cette dernière étape, ce n'est pas très important pour mon propos.
Donc je commence sur la situation avant 1800, en prenant le cas de la France. Deux grandes périodes, disons. La première période, c'est l'essor médiéval, ce que les historiens, en particulier de la population, ont appelé le premier monde plein, une période de relative croissance démographique et où les terres disponibles, notamment en France, ont été progressivement occupées. Et on donnait l'impression qu'on arrivait déjà un peu à une saturation en termes démographiques. Ceci a été rendu possible, ces progrès, par la réduction d'un certain nombre de crises alimentaires, ceci par amélioration de la productivité agricole, bien sûr, mais aussi une meilleure circulation des récoltes, le fait qu'on a construit des infrastructures de transport par route ou par canal a été extrêmement important pour déplacer des récoltes d'une région à une autre, que des mesures publiques ont été prises pour lutter contre la spéculation et donc contre les crises des prix qui étaient souvent désastreuses pour les paysans. C'est aussi une époque où on a créé des établissements nouveaux pour accueillir des pauvres et des malades, alors soit pour des maladies très spécifiques comme les léproseries, soit de façon plus générale des hôpitaux qui en fait ne dispensaient pas encore beaucoup de soins médicaux, à dire vrai, et se contentaient d'isoler les malades, de les prendre en charge dans des locaux particuliers. Les premières facultés de médecine remontent au XIIe siècle, mais il faut voir qu'elles formaient en fait extrêmement peu de médecins, donc la densité de médecins à travers le pays n'était pas très grande. Il n'est pas sûr d'ailleurs que ça change grand-chose aux effets sur la santé, puisque le bilan reste malgré tout une espérance de vie assez limitée, inférieure à 30 ans, les meilleures années, et une mortalité de fond qui était souvent donc encore plus forte. Alors, dans le schéma que j'ai indiqué, ça correspond à des progrès en termes de comportement au niveau collectif, avec plutôt sans dimension médicale, parfois avec quelques idées médicales en fonction de ce que les progrès des connaissances commençaient à dire. Alors, deuxième période, 15e, 18e siècle, là, on a une poursuite de l'amélioration de l'alimentation et donc le recul des crises. Recul surtout de certaines grandes et graves maladies comme la lèpre, la peste. La dernière épidémie de peste date de 1720. Apparition de règlements sanitaires qui étaient des textes pris par l'autorité royale à l'époque, destinés à gérer des situations de crise particulières et parfois avec des définitions et des applications extrêmement strictes et qu'on trouve donc dès le XVIe siècle. Bien entendu, leur efficacité dépendait de la capacité de l'État à l'époque à les faire appliquer, ce qui n'était pas toujours facile. À partir du XVIIIe siècle, on constate aussi des efforts de prévention plus directs, notamment le paludisme, par exemple, va reculer et disparaître progressivement en France grâce au drainage des marais. Le scorbut également disparaît. On a déjà évoqué tout à l'heure le cas de la variole. Alors, c'est vraiment à la fin de cette période, puisqu'on arrive tout à fait à la fin du XVIIIe siècle avec la vaccine de Jenner. Au passage, la première chaire de médecine au Collège de France est apparue en 1542. 4 autres vont être créées en 1550. Mais je dois admettre que je n'ai pas vu de discontinuité dans les séries démographiques permettant d'attester que la création de ces chaires avait fait reculer la mortalité de façon très spécifique rapidement. Mais on n'avait pas de données assez précises à l'époque, je m'empresse de le dire. Voilà, alors la mortalité progresse quand même pas énormément. On reste dans une espérance de vie qui est toujours inférieure à 30 ans et toujours grâce essentiellement à ces progrès qui se situent au niveau collectif, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de notions de modification des comportements individuels. Alors, le XIXe siècle va être une étape beaucoup plus décisive, avec toute une série de mesures d'hygiène publique à grande efficacité. Là aussi, il faut commencer par des choses très basiques, si je puis dire, comme l'adduction d'eau potable et d'une eau traitée, donc propre. La construction d'égouts va se faire, par exemple, à Paris au milieu du XIXe siècle. D'abattoirs mieux organisés qui évitaient aussi la propagation de maladies. L'hygiène va apparaître comme une discipline scientifique, comme un objet de politique publique également,
Villermé, par exemple, va créer les annales d'hygiène publique et de médecine légale à partir de 1840, donc une première publication systématique sur les progrès qu'on peut observer en matière d'hygiène. Il y aura un enseignement aussi. Et à Paris, bien avant la loi française globale de 1902, déjà, il y avait un conseil de salubrité de la ville de Paris, créé en 1802, pour gérer tous ces aspects-là. Donc, Paris était un peu en avance, la municipalité parisienne a été assez en avance et a mis en place beaucoup de choses dans cette période, et on a d'ailleurs des données, du coup, assez précises et intéressantes. L'hôpital, de son côté, évolue et devient véritablement un lieu de soins et un lieu d'enseignement progressivement. À cette période, du coup, on observe le recul de très nombreuses maladies infectieuses. Une des conséquences très visible, c'est que la mortalité infantile décroche au tournant de ce siècle, passant de 300 à 200 pour 1000, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, donc une réduction sensible, peut-être notamment, puisque ça se situe à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition donc de la vaccine de Jenner. Et puis surtout, de façon plus globale, la fin du XIXe va marquer le début de l'ère pasteurienne, qui va être une révolution encore à soi tout seul. L'espérance de vie passe de 30 à 50 ans au cours de ce siècle, donc là le progrès est vraiment notable. 20 ans de gagnés, c'est énorme. Et en plus des mesures un peu collectives, on pourra voir des mesures déjà, enfin une application, une modification de comportement individuel, notamment en matière médicale. Alors le XXe siècle marque le triomphe de la médecine, qui non seulement du côté préventif remporte de très grands succès, mais va aussi devenir extrêmement efficace sur le plan du traitement et des soins. Effondrement des maladies infectieuses, et notamment par la grande liste des vaccins, une vingtaine, disait Pierre Corvol tout à l'heure, qui ont été développés au tout début du XXe siècle. Donc, notamment un effet sur la mortalité infantile. Les enfants vont bénéficier parmi les tout premiers de ces vaccinations systématiques. Le BCG apparaît aussi, et les sanatoriums, qui, avec le recul, apparaissent aussi peut-être plus comme des établissements qui ont permis de séparer de la population des individus potentiellement contaminants, plutôt que d'une très grande efficacité en eux-mêmes. Il y a une discussion sur l'efficacité des sanatoriums, mais globalement, en tout cas, il y a eu un effet collectif très net. La chirurgie, surtout, la chirurgie enfin aseptisée, la chirurgie jusque-là était extraordinairement, avait une technique extraordinairement efficace et tuait tous les malades par défaut d'asepsie. Là, tout va changer, et donc la grande technicité déjà acquise va pouvoir être développée avec une grande efficacité, et aussi avec les progrès des moyens d'anesthésie beaucoup plus supportables que précédemment. Alors, on va donc observer un fort décrochage de la mortalité infantile, grâce aux soins aussi particuliers de l'accouchement, avec la médicalisation de l'accouchement, et l'espérance de vie va donc décoller au-delà de 50 ans et progressivement atteindre des valeurs de 70 ans et plus. Dans la période récente, dernières 50 années, disons, ces progrès ont été confortés par la diffusion massive des antibiotiques. Donc là, on est vraiment dans la médecine de traitement. Les progrès contre les maladies cardiovasculaires, aussi bien en prévention qu'en traitement. Du coup, la mortalité infantile aussi a continué à reculer jusqu'à des valeurs qui étaient totalement imprévisibles. Quand j'ai commencé ma carrière de démographe, la perspective d'arriver à 10 pour 1000 de mortalité infantile semblait être un plancher ensuite infranchissable, et on est maintenant à moins de 4 pour 1000. En revanche, on a constaté l'émergence de nouvelles maladies, alors les maladies type d'épidémie particulières et nouvelles, mais aussi des maladies qu'on appelle de société, donc par la consommation de tabac, de drogues diverses, les accidents d'automobile et le sida également, qui est apparu plus récemment. Et puis, donc, en contrepoint, la prédominance croissante des maladies dites de dégénérescence, qui, bien entendu, concerne les personnes les plus âgées et qui donc n'ont pas freiné beaucoup la montée de l'espérance de vie. Alors, quelques exemples de lutte contre les maladies de société, rapidement, pour vous montrer qu'on a effectivement des progrès parfois sensibles. Pour le tabac, dans l'ensemble des pays développés, le pic de mortalité masculine par cancer lié au tabac a été atteint
entre 1980 et 1995 selon les pays, ça pouvait représenter près de 30% des décès masculins en 1995, à l'échelle de l'ensemble de ces pays développés, soit 1,5 million de décès annuels qui étaient directement liés à des cancers liés au tabac. Alors, bien entendu, ça correspond à une modification des comportements plus anciennes, puisque le pic de consommation de cigarettes avait été atteint une quinzaine d'années avant le pic que l'on peut constater sur la mortalité. Ceci pour la mortalité masculine. Par contre, comme vous le savez, chez les femmes, elle est encore en hausse. Et là, ça correspond à une progression plus récente de la consommation de tabac chez les femmes. Il y a au moins un pays où on a maintenant déjà une baisse pour les femmes aussi, c'est au Royaume-Uni. Donc si cette évolution a pu être observée dans les pays développés avec une croissance forte et heureusement maintenant un début de régression, il faut avoir présent à l'esprit que la consommation se développe à grande vitesse dans les pays en développement. On compterait peut-être déjà 1 million de décès annuels en Chine, par exemple, liés au tabac. Et une projection pour 2030 donne une dizaine de millions de décès annuels à l'échelle de la planète liés au tabac, ce qui représenterait 14% du total des décès, tous âges. Donc une proportion très considérable pour quelque chose qui est vraiment lié à des comportements de façon très directe. Pour l'alcool, les progrès sont un peu moins rapides. Ceci concerne diverses données pour la France entre 1945 et 1990. Le trait plein ici, c'est la consommation d'alcool. Donc on voit qu'on a atteint un pic vers 1955-60. Et à partir de là, on a une décroissance qui maintenant devient significative. Attention que l'échelle ici est logarithmique. Donc quand on passe de là à là, on a divisé par 10 ici la consommation. Vous avez en face de ceci alors les cirrhoses chez l'homme. Donc on voit que le plafond, là aussi, naturellement, a été atteint bien plus tard. Et c'est seulement depuis 1975-80 qu'on commence à avoir une baisse de ces maladies. Et également, les psychoses et les dépendances alcooliques, pour les hommes ici et pour les femmes en dessous, ont commencé à décrocher, là plus directement avec la consommation elle-même. Donc, autre exemple de maladie de société, et là pour lesquelles les progrès sont encore faibles. Si je vous avais montré le tableau en Russie, évidemment, ça serait encore bien pire, puisqu'on a eu une flambée de maladies liées de décès liés à l'alcool dans les années 90. Ce graphique pas très joli représente l'évolution de la mortalité par accident de la route dans un ensemble de pays européens. Donc chacune des courbes correspond à un pays. C'est surtout pour montrer qu'il y a à l'échelle de ces divers pays et donc à l'échelle de l'Europe finalement une politique et une tendance assez générale pour prévenir ces accidents et tenter d'en réduire les conséquences. Donc on a un maximum qui se situe à peu près au début des années 70 dans la plupart des pays et une diminution qui est plus ou moins rapide. Elle a été assez rapide en France selon les pays. Là encore, le graphique a le défaut, si je puis dire, d'être en échelle logarithmique. Donc il faut voir qu'on a vite une réduction par 2 ou 3 à l'intérieur de ces courbes, même si ça n'apparaît pas très évident. Un exemple qui est très classique dans la littérature, là qui n'est plus dans les pays développés, mais pour montrer qu'une mesure simple peut avoir des effets extrêmement importants, c'est l'éradication ou la limitation du paludisme au Sri Lanka. Ici, vous avez l'évolution du taux brut de mortalité par paludisme dans 2 districts. Un qui était supposé être peu exposé, Kalutara, et l'autre qui était très exposé. Et on a eu une campagne de pulvérisation de DDT, tout simplement, après la guerre, dans les années 45-50. Et on voit qu'on est passé comme ça d'un taux de l'ordre de 25-30, voire plutôt 30 pour 1000 à moins de 10, extrêmement rapidement. Et on a retrouvé l'évolution correspondant à un district peu impaludé. Voilà, donc ça, on pourrait citer d'autres exemples de politiques publiques qui ont été extrêmement efficaces. Et là, effectivement, c'est bien une mesure collective, puisque ça ne demande pas de changement de comportement individuel de manière significative.
Pour vous montrer des effets parfois un peu paradoxaux, je vous rappelle l'épisode de la canicule en France. Vous savez qu'à l'été 2003, il y a eu une très forte canicule qui a entraîné à peu près 15 000 décès, un surcroît de 15 000 décès par rapport à ce qu'on aurait pu attendre un mois d'août normal en France. Ce qui a correspondu à une pointe de multiplication par 2 des décès certains jours, les 11, 12 et 13 août, qui posaient des problèmes de gestion, évidemment, considérables. Passer du simple au double en rythme de décès, alors qu'on a une variation pas très importante, selon une fluctuation peu importante des décès au fil de l'année, a posé des problèmes considérables aux services concernés. Le paradoxe, c'est que quand on regarde l'évolution de l'espérance de vie, ici c'est l'espérance de vie au-delà de 60 ans pour les femmes, on s'aperçoit qu'on était dans une période de croissance très régulière, depuis ici 1987, donc jusqu'à la veille, jusqu'à 2002. Donc on était passé de 23 ans et demi ici à 25 ans et demi. Alors l'année de la canicule, évidemment, l'espérance de vie qui a été calculée était inférieure à ce qu'on pouvait attendre. Mais les années suivantes, on s'est retrouvé au-dessus de la courbe de tendance. On s'arrête ici à 2007, je crois. J'ai vérifié les chiffres. En 2009, on est autour de 27, c'est-à-dire qu'on serait là. Donc on reste effectivement au-dessus. Donc l'explication qui est proposée, c'est que la prise de conscience des effets désastreux de la canicule a entraîné des mesures de prévention plus efficaces auprès des personnes âgées. Et on a eu d'ailleurs une preuve du fait que ces mesures étaient plus efficaces par une deuxième canicule, certes plus faible, mais qui aurait pu entraîner à peu près 3-4 000 décès quelques années après, et qui n'a pas eu du tout cet effet-là, parce qu'on s'était mieux préparé, qu'on avait mis en place des mesures de prévention auprès surtout des personnes âgées, beaucoup plus efficaces. Et donc, cette prise de conscience donc, a entraîné un petit sursaut, disons, qui est visible sur la courbe d'évolution de l'espérance de vie globale. Alors, en résumé sur ces progrès, il faut dire qu'il n'y a pas eu de véritables effets de la médecine, au sens médecine de soins, avant le XXe siècle, et des effets modestes de la prévention non médicale également dans ces premières périodes. La prévention collective avec une dimension médicale s'est développée assez tôt, comme on l'a vu, mais paradoxalement sans grand effet jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque l'espérance de vie est restée encore inférieure à 30 ans. Elle est devenue par contre très importante, en préconisant les mesures d'hygiène que j'ai rappelées, au XIXe siècle, et l'espérance de vie est passée comme ça de 30 à 50 ans. De plus en plus, c'est la prévention individuelle qui devient importante. Il faut faire passer les messages, il faut que les comportements individuels se modifient, sachant que ces comportements peuvent aussi entraîner des aggravations, au contraire, du risque, comme on en a vu des exemples. Bon, je vais sauter ça. Je veux terminer simplement par la notion de mortalité évitable. Le terme a été aussi employé dans l'introduction tout à l'heure. Alors, pour le moment, on considère que tout le monde est mortel, mais que certains décès surviennent prématurément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prématurément ? On a proposé de considérer comme évitables les décès qui auraient pu être évités avec les connaissances médicales actuelles, par une meilleure prévention des risques ou par des comportements adaptés. Les inégalités sociales que l'on peut observer ou régionales montrent que, visiblement, tout le monde n'est pas exposé de la même façon au risque de décès, et donc les gens peuvent éviter plus ou moins des décès prématurés. Pour revenir un petit peu sur la façon dont on a pu construire le concept, précédemment, et notamment en 1952, un démographe, Jean-Bourgeois Pichat, avait fait des calculs en considérant comme évitables tous les décès de causes exogènes. Il distinguait la mortalité exogène et la mortalité endogène. Et dans l'exogène, il mettait toutes les maladies infectieuses, les maladies respiratoires, les accidents, etc., par opposition aux causes endogènes qui étaient supposées non maîtrisables, donc pour partie génétique probablement, mais sur lesquelles on n'était pas capable d'agir du tout. Avec ça, il arrivait d'ailleurs à une espérance de vie maximale qui aurait été de l'ordre, je crois, de 72 ans, quelque chose comme ça, qui marquait la limite absolue, et évidemment qui a été largement dépassée, ce qui montre que la limite entre l'endogène et l'exogène qu'il proposait n'était pas parfaitement fiable. Alors,
Le premier, je crois, à avoir proposé le concept de mortalité évitable, c'est Rutstein en 1976, et il avait en tête essentiellement les défaillances et les carences du système de soins. C'est-à-dire que pour lui, ce qui était évitable, c'est ce que la meilleure organisation des soins aurait pu éviter, donc des personnes qu'on n'avait pas dépistées à temps, des personnes qui avaient échappé à la vaccination ou qu'on n'avait pas soignées également de façon optimale. Donc il incriminait uniquement le système de soins. Dans une définition plus large, donc, on inclut aussi les effets des comportements. Le fait qu'on est exposé à des risques particuliers, des risques d'accident par des comportements donc inappropriés, le suicide, bien entendu, qui est une décision personnelle, l'alcool, le tabac, toutes ces maladies qu'on dit de société et qui reposent donc sur des comportements individuels essentiellement. Alors la grande difficulté, c'est que, j'ai dit, certes, tout le monde est mortel, et du coup, pour définir la prématurité, il faut se fixer une règle. Donc on prend en général une limite d'âge, faute de mieux. Par exemple, 65 ans. Donc on dit, décéder après 65 ans, c'est normal. Hein, pardon pour tous ceux, j'en suis, qui sont de là de cette limite. Et avant, par contre, c'est pas normal. On aurait pu faire quelque chose. Alors, ceci est une règle, évidemment, qui est assez arbitraire. Et la justification, c'est que les décès au-delà de 65 ans, par exemple, souvent résultent de causes multiples. D'ailleurs, quand on fait la classification des causes de décès, on s'aperçoit qu'on est obligé de distinguer plusieurs niveaux de causes et que plus on avance en âge, plus les causes sont emmêlées et parfois on n'est plus capable d'identifier une cause particulière. Alors, pour prendre un exemple précis, les calculs qui ont été faits pour la France, en France, en 2004 par exemple, on avait 504 000 décès observés. 106 000 étaient considérés comme prématurés parce qu'intervenus avant 65 ans. Donc vous voyez que la définition de la prématurité ne porte plus que sur 1/5 du total des décès, puisqu'on décède majoritairement, largement, après 65 ans. Sur cela, sur les 100 000, donc une moitié à peu près ont été considérés comme résultant d'une cause évitable, 20 000 par tumeur qui aurait pu être évitée, par exemple liée à la consommation de tabac, 12 000 par accident ou suicide, 8 000 par maladie de la circulation, etc. Voilà, donc au total 50 et quelques mille, donc un peu moins de la moitié de ces décès dits prématurés auraient pu être évités. Ce n'est pas négligeable, évidemment. C'est la moitié de la mortalité avant 65 ans, c'est quand même pas rien. Alors la tendance globale de cette mortalité évitable, là où on peut l'observer, la mesurer, est plutôt à la baisse, mais malheureusement sans réduction des inégalités sociales. On constate que le risque de décès prématuré est 2,4 fois plus élevé pour un... Alors je me suis trompé, pour un ouvrier que pour un cadre, quand même. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une erreur quelque part dans les diapos, elle est là. Donc 2,4 fois plus élevé, et donc c'est lié alors, à des comportements certes qui ne sont pas que forcément dictés par la volonté des individus. Les risques pris dans le cadre professionnel, par exemple, qui peuvent être plus importants pour des ouvriers que pour des cadres, rentrent dans ce calcul de mortalité évitable. On aurait pu l'éviter si des mesures de protection des travailleurs meilleures avaient été prises. Donc, il ne s'agit pas de dire que les ouvriers ont des comportements à risque stupides par rapport aux cadres. Mais ils sont dans un contexte tel que, globalement, leur mortalité non seulement est plus élevée, mais qu'une bonne partie aurait pu être évitée par rapport aux catégories plus favorisées. Alors, ce concept est très discuté parce que, d'une part, il faut attribuer, il faut dire que tel ou tel décès était évitable, donc c'est quand même parfois assez arbitraire, assez discutable, surtout que les causes peuvent être associées même aux âges jeunes. Et puis, à cause de cette limite, donc, que l'on fixe arbitrairement à 65 ans, certaines causes, en fait, ne conduisent au décès qu'après 65 ans. Le chiffre de décès, ici, par tumeur, par exemple, est inférieur à celui qui a été cité tout à l'heure de l'ensemble des décès attribuables au tabac. Parce qu'en fait, un grand nombre se situe après 65 ans. Donc, dans la définition de la mortalité évitable, ils ne sont pas pris en compte. Parce qu'on ne sait plus très bien à quel moment il faudrait s'arrêter. Il y a des fumeurs qui meurent à des âges très élevés. Donc, cette limite est quand même assez gênante et assez arbitraire.
Et c'est d'autant plus embêtant que, dans un contexte d'allongement général de la durée de vie, les décès étant reportés de plus en plus tard, eh bien, il faudrait faire glisser, en fait, en toute rigueur, la limite d'âge aussi de façon continue. Voilà, donc pour conclure sur le sujet qui m'était proposé, donc pour revenir sur la question de la prévention, il me semble, après cette revue historique un peu rapide, qu'il y a eu un peu deux âges d'or dans la prévention. Avant 1900, parce que les progrès qui ont été faits ne devaient pas grand-chose à la médecine, donc ils devaient beaucoup à la prévention. Et aujourd'hui, parce que les progrès extrêmement importants de la médecine de soins doivent absolument s'accompagner également de mesures de prévention fortes, et surtout donc avec la montée de ces maladies dites de société, pour lesquelles des politiques peuvent vraiment être mises en place et peuvent être efficaces. Pour bien suivre tout ça, je souligne aussi l'importance de l'épidémiologie. On l'a dit, elle est née seulement, enquête de Framingham, mais c'est à peu près à la même époque que l'épidémiologie a été développée en tant que science, avec ses outils propres, permettant de mesurer non seulement les niveaux de mortalité, mais surtout la part des différents facteurs dans la mortalité, et notamment donc de ce qui pouvait tenir à une meilleure prévention. Donc on a de plus en plus besoin de ce type d'outils et d'observation de long terme, parce que de plus en plus, on est conscient du fait que ce sont des comportements ou des risques, ou des expositions qui ont été observés à un certain âge, qui vont augmenter le risque de maladie des décennies après. Et ça complique beaucoup l'analyse, mais c'est une clé indispensable pour bien démêler l'écheveau qui va être de plus en plus complexe des causes conduisant à une maladie ou à un décès. Voilà, écoutez, je m'arrêterai là. J'ai déjà été trop long.